Pour pratiquer la vérité, il faut savoir mourir. Alors, je vais vous raconter. Dès mes premières années de la petite enfance, j'ai eu une conscience très profonde de moi-même, une présence à moi-même. Et cette impression de stupéfaction, en fait, de me trouver dans un monde comme si finalement j'arrivais quelque part et on avait planté le décor autour de moi. Et je me questionnais, alors pas avec les mots que je vous donne, que je vous sers là maintenant, aujourd'hui, des mots d'adultes, des mots qui analysent, mais une stupéfaction, un étonnement premier de se sentir dans ce décor et animé, habité d'une conscience qui me reliait à ce qu'il y a derrière ce décor, sans pouvoir le nommer. Encore une fois, il n'y a pas de mots pour le dire. Mais une expérience extrêmement forte et tellement vive que je m'en souviens aujourd'hui. Je m'étonnais des arbres, des oiseaux, du ciel bleu que je voyais depuis mon landau, je m'en souviens, des balades que je faisais en poussette avec ma maman. Et j'ai probablement, à cette époque, fait l'expérience de l'allégorie de la caverne de Platon, version poussette, sans trop me rendre compte. Et ça m'a mené quand même à une peur viscérale vers mes 6-7 ans, lorsque j'ai réalisé que finalement, grandir, ça voulait dire probablement débrancher la prise de cette conscience. Je voyais les grands qui fonctionnaient comme des grands, mais qui ne semblaient plus présents ou animés par cette source de conscience. Pour moi, grandir, ça voulait dire partir dans un long, interminable voyage, le voyage de la vie, larguer les amarres, débrancher cette prise, et ça me terrifiait. Alors, j'ai décidé de me faire une promesse à moi-même, une promesse aussi à mon doudou de l'époque, un lapin, et de dire, ben voilà, je vais m'endormir, mais un jour je me réveillerai. Et je vivais sans le savoir certainement cette expérience de la Belle au bois dormant, vous savez, qui s'en va dans un long sommeil, qui en fait explique de manière symbolique cette expérience-là que je pense beaucoup d'entre nous, les humains, nous faisons. Alors ça n'a pas manqué. Arrive la fin de l'enfance, le début de la préadolescence, je pique mon doigt sur le fuseau et je m'en vais pour ce long sommeil. La colère monte en moi comme la sève dans un arbre, rebelle à la société, tout ce qu'elle porte d'hypocrisie, ce qu'elle dit qu'elle ne fait pas, les guerres, enfin, etc. À l'école, ça ne se passe pas très bien non plus. Je ne me sens pas bien dans cette industrie qui normalise les gens, qui domestique les gens, qui met des murs à la place des horizons. Je passe quand même, bon gré mal gré, un bac en candidat libre, bac scientifique. J'enchaîne sur la fac de physique. Et puis là, les amphis surchargés, les cours magistraux, fini, j'en pouvais plus. Et donc, cette page déjà pré-remplie, eh bien, tout d'un coup, devient une page blanche. Là, je me mets à voyager, et vraiment avec l'esprit de Candide, de Voltaire. Ça veut dire de découvrir le monde, de continuer à découvrir cette vérité, parce que ça ne m'a pas quitté. Même si j'avais oublié cette source de l'enfance, je cherchais, j'avais cette quête de vérité. Je me mets à voyager en stop. Je fais des tas de petits boulots, je joue dans des pianos-bars. Et à côté de ça, quelque chose grandit en moi, à savoir des sports extrêmes. Les arts martiaux, déjà, que je me mets à pratiquer intensivement. Et puis, la grimpe à main nue, que je pratique aussi intensivement, à tel point que la nuit, j'ai une vie de chat. Je vais dans les grandes villes du monde que je parcours. Je vais grimper des monuments, des grues, des cathédrales. Il y a une époque, on parlait du grimpeur masqué, on ne savait pas de qui il s'agissait. Bon. Coucou. J'ai vécu aussi dans les rues de New York au milieu des années 80, le New York complètement trash aussi. Il y avait pas mal de trucs à grimper là-bas. Mais ce que je trouvais dans ces expériences, comme vous savez, quand vous trouvez accroché comme ça à une flèche de cathédrale, vous voyez la nef de la cathédrale un peu comme un vaisseau là tout en bas, avec les arches là qui plongent dans le noir. Et il y a un moment de vérité absolue. Ça veut dire que chaque geste que vous faites, vous ne pouvez le faire qu'en vérité avec vous-même, bien sûr. Savoir si vous voulez vraiment le faire, si vous pouvez vraiment le faire, et en vérité, avec la réalité, savoir si techniquement vous pouvez ou pas. Donc voilà, il y avait ce mouvement-là, et qui devenait tellement important que je décide de devenir cascadeur. Je deviens cascadeur professionnel, je me forme, je rejoins une équipe. Alors là, les arts martiaux à fond, la baston, les défenestrations, les morts par balles, les percussions, les chutes d'escalier, enfin toute la panoplie. On commence à créer notre premier spectacle de scène. J'avais tellement de coups sur le corps qu'on m'appelait le Grand Bleu. Super, ça fait plaisir, bonne référence. Mais surtout, dans cette équipe, il y avait quelque chose qui nous animait, le Bushido, la voix du guerrier, vous savez, ou le code du samouraï. Bon, on se la pétait, hein, franchement, on se la pétait bien. On se croyait au-dessus des autres. Je pense que ce qui nous réunissait, on avait tous ce côté rebelle, et la société, son côté peureux, lâche, hypocrite, tout ça.
Il fallait en fait dans un monde d'agneaux devenir des loups. La raison du plus fort est toujours la meilleure, hein, dit la fable, dit le loup à l'agneau. Et je me disais que finalement, cette vérité, on ne la trouve pas forcément, peut-être faut-il simplement l'imposer, elle s'impose, par une posture de vie en devenant soi-même un loup. Alors ça finit comment tout ça? Par la case prison. Eh oui, je me retrouve en prison dans une affaire. Alors on enlève un producteur un peu véreux qui nous avait volé de l'argent. Il ne faut pas enlever les gens, hein, si ça ne se fait pas ces choses-là, je le regrette. Je constate au passage, ça fait la une de la presse, je constate que d'ailleurs au niveau vérité, les journalistes des faits divers s'en encombraient pas trop. Et voilà, je me retrouve pendant 14 mois et demi dans une cellule, dans cette prison, ce lieu de non-droit absolu, de violence. Cette puanteur si caractéristique des prisons, vous savez, une odeur de vieux choux, un peu pourri, de transpiration, c'est ce confinement, parlons-en. Et là, un moment, j'en peux plus. Vous savez, le soir, puisqu'ils coupent la lumière, les détenus se fabriquent souvent des petites lampes artisanales, des petites lampes à huile artisanales. On le fait avec de l'huile de cuisine, un sopalin, on bricole un petit peu tout ça, on a une petite flamme qui repousse un petit peu, ça éclaire pas grand-chose, mais l'obscurité et la solitude. Et là, je me trouve dans cet état-là, au milieu de ces murs noirs, de cette suie, avec ces dizaines d'années de ces lampes à huile qui ont tapissé les murs de cette suie grasse, malodorante, puante, glauque. J'en peux plus. J'ai déjà 2 de mes camarades qui ont accroché un drap autour de leur cou, qui ont poussé le tabouret. L'un d'eux a réussi. Et là, je me trouve assis sur ce tabouret et je me dis que bientôt, je vais le pousser moi aussi. Il n'y a plus d'avenir. Et à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se passe. Et je ne peux vraiment en parler que par une métaphore. Je ne l'ai jamais fait, là je vais le faire, en fait je ne l'ai jamais fait publiquement, je vais le faire, je vais vous en parler. Vous avez déjà vu ces bûches qui se consument, vous travaillez dans la cheminée, puis vous voyez cette bûche qui se consume de l'intérieur. Voilà, on voit les braises, et puis tout d'un coup, il y a un petit tas de cendres, soudainement. Eh bien la même chose m'arrive, et je sens que voilà, tout a fini par partir. Mais il reste un diamant, et une lumière qui me traverse, mais une lumière d'amour, d'une force, j'aurais jamais assez de mots pour dire ce qui a pu se passer. Et je reste là au milieu de la nuit avec cette petite chandelle, cette petite lampe à huile, des minutes, des heures, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Le lendemain, je reprends ma vie de détenu, je tiens le coup. Je ne sais pas trop quoi faire de ça, je vis dans une sorte d'entre-deux, mais voilà, 3 mois après, je sors. Je veux reprendre ma vie, alors je refais de la cascade, je fais des émissions télé, des choses comme ça, mais la colère me ronge, parce qu'avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, cette hypocrisie, cette violence, et là je me dis, mais cette société, comment elle fonctionne? Je ne peux plus jouer ce jeu-là. Alors l'argent, je vais aller le prendre là où il se trouve, dans les banques. Oui, mais là d'une façon différente. En fait, j'ai mis à profit mes longues années de coding, et je hack le système bancaire et je me sers copieusement. Sans violence, vous voyez, il y a de la progression. J'ai enlevé personne. Bon, sauf que j'avais gardé quelques mauvaises fréquentations, comme on dit, ce qui fait qu'un jour les flics débarquent et me voici de nouveau dans un cul de basse-fosse, en fait dans plusieurs, avec une instruction complexe qui m'amène de Fresnes à Chambéry, à Rouen, Évreux. Je fais le tour de France des maisons d'arrêt, tourisme confiné, un peu en avance, vous allez vivre en avance sur son temps. Et là, un soir dans cette cellule aussi de la maison d'arrêt d'Évreux, la même expérience se reproduit. La bûche, les braises, les cendres, le diamant, la lumière. Piqûre de rappel. Mais là, le lendemain, une décision irrévocable me tombe dessus, mais vraiment comme la foudre, une décision que je n'ai pas décidée quelque part, où je me dis, mais Jean-François, voilà, tu as exploré les parties les plus sombres de toi-même. Tu as touché le fond, maintenant tu vas devenir le meilleur être humain que tu puisses devenir. Tu vas devenir le meilleur toi possible, le toi le plus vrai, le soi le plus vrai possible. Et je sors quelques mois après, et là voilà venu le temps de la reconstruction. Alors reset complet, comment marche la société, comment je fonctionne, etc. Je décide vraiment que je ne sais rien, je reprends tout à zéro. Je laisse tout de côté, tout ce que j'ai appris, je le laisse de côté. Il faut me reconstruire professionnellement. Je me fais recruter par une société américaine pour lancer Internet en France.
me voici dans un job passionnant, certes la vie plus conventionnelle. Et puis surtout, il y a une dépression là qui m'arrive par derrière. Et je me rue pour sonner chez un psychanalyste. Me voici sur un divan, en train d'ouvrir la boîte de Pandore et de sortir tout ce que j'ai pu accumuler dans l'enfance, les années, etc. La véritable analyse. Et je regarde tout, je ne laisse rien passer pour aussi accueillir toutes les parties les plus sombres de mon psychisme et me regarder en vérité. Ça commence par là. Et je me reconstruis comme ça. Et un jour, lors d'une séance, me revient un souvenir, le souvenir d'un serment. Vous vous rappelez? Le serment fait à moi-même, fait à ce doudou. Et ça fait comme si je rebranchais la prise. Ça veut dire, me voici de nouveau connecté par littéralement une source de jouvence et qui s'accorde avec cet état que j'avais connu aussi auparavant, dont je vous ai parlé. Me voici, mais animé de cette source de vie. Et que faire avec ça? Eh bien, je reconstruis ma vie. Je me marie, nous avons un enfant. Je vis la merveille de ce que représente la naissance d'un enfant. Et puis, je repasse par une forme de chrysalide. Je décide que je vais me consacrer plus encore à la vérité. Plutôt que l'amour, la gloire, l'argent, donnez-moi la vérité, écrit Henry David Thoreau si justement. Je décide que je vais devenir un chasseur d'évidences sauvages. Là, je reprends un terme d'un ami, André Moreau, ami philosophe, que je trouve très très beau. Comment je fais? Eh bien, déjà, je lâche tout. Je lâche le boulot, les startups, le consulting, tout ce que j'avais si bien réussi à faire en quelques années, à me remonter socialement. Pas facile, on vient d'avoir un enfant, plus d'entrée d'argent, colis alimentaire, mon épouse qui se met à faire des boulots idiots pour gagner un peu d'argent, alors qu'elle faisait des études. Bon, pas facile. Jean-François, t'as fait quoi? Pourquoi tu déconnes encore? Mais au fond de moi, je sais que si je tire le fil de soie, un pas après l'autre, si je fais un pas en intégrité après l'autre, ça ne peut me mener qu'au bon endroit. Je vais devenir moi dans le monde. Je vais réaliser cette vérité intérieure. Alors je continue et j'invente mon métier, chercheur en intelligence collective. Vous verrez plein de vidéos là-dessus, j'en parle beaucoup publiquement, mais essentiellement j'ai inventé un métier et une méthode scientifique, non seulement pour investiguer le monde, intelligence collective, j'ai beaucoup connu la bêtise collective, donc il y a peut-être un petit truc à soigner, on ne sait jamais, y compris la mienne. Et voilà, j'invente mon métier. Quelques années plus tard, ça nous mène donc à aujourd'hui, puisque je vous parlais du début des années 2000, voici aujourd'hui, et avec donc une vie que je trouve absolument fascinante, passionnante, je me sens extraordinairement bien dans celle-là. J'ai appris quoi? Qu'ai-je pu apprendre de tout ça? Eh bien, j'ai appris que déjà, il y a 3 sortes de vérités. En tout cas, j'en vois, moi, de mon point de vue, 3. La première, ce qu'on pourrait appeler la vérité rationnelle. La vérité rationnelle, ben voilà, vous regardez la réalité, comment tournent les planètes, comment tombe une pomme, etc. Et vous allez déduire par la raison, ratio, raison, des enseignements de ce que vous observez. L'approche scientifique fait ça, une enquête policière fait ce genre de choses. La seule limite de ça, ce type de vérité, on va dire, explique, mais ne dit pas pourquoi, d'où venons-nous. Par exemple, on peut expliquer comment nous vivons, je veux dire, comment fonctionne notre corps, mais pas pourquoi nous vivons. Ça explique, on va dire, le comment, mais pas le pourquoi. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième forme de vérité, la vérité sociale. La vérité sociale, ça veut dire tout ce qu'on apprend dès l'enfance. On grandit dans une société, dans une matrice qui nous infuse d'apprentissage, de tout un tas de choses, par la relation intersubjective, par le mimétisme, l'enseignement, les conversations. Et nous voici emplis de choses apprises par des milliers d'années d'expérience de nous les humains. Elle a aussi un inconvénient, cette vérité, ou une limite. Elle vient chargée d'un poison extrêmement violent, la doxa. Un terme grec qui dit en fait les croyances collectives, souvent inconscientes, mais non vérifiées. On en a parlé justement. Non vérifiées, donc qui font que ça constitue un socle de la société dans son ensemble. Et ça nourrit la base de l'obscurantisme. L'obscurantisme, il ne faut pas croire que ça nous vient du passé. L'obscurantisme constitue aussi le socle des sociétés présentes. Par exemple, on croit aujourd'hui, la majeure partie des gens d'entre nous croient qu'il faut manger des animaux pour se nourrir. Ou croient que, pensez au mythe de l'argent, par exemple, enfin, tout ce qui anime nos sociétés. Alors, oui, la vérité sociale, d'accord, pourquoi pas, mais il faut faire un travail d'individuation extrêmement profond pour savoir se séparer, pour savoir filtrer cette doxa. On n'y arrive jamais complètement, évidemment.
Ce qui m'amène à la troisième source de vérité. La troisième source a trait à la vérité de soi. La vérité de soi, elle vient justement de ce que l'on apprend à observer de soi, l'immense tableau de bord dont on dispose, émotionnel, intellectuel, les idées qui passent, etc. Devenir un observateur de soi et savoir donc la regarder, cette vérité intérieure. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, écrivait Pascal. Il ne parlait pas de l'irrationnel amoureux, contrairement à ce qu'on croit. Il dit, voilà, il y a dans le cœur, ce qu'il appelle la vérité du cœur, un au-delà de la raison, un au-delà de la vérité rationnelle, quelque chose qu'on peut connaître, on peut y avoir accès. Il parlait en quelque sorte de la prise. La pratique de cette vérité demande quelque part de mourir à soi-même. Ça veut dire d'aller voir ce qu'il y a vraiment plutôt que ce qu'on nous a dit qu'on devait voir. Alors, ça nous amène à quoi tout ça? Je constate que je vous parle de la mort, un truc super sympa. Je vous ai dit au début, pour pratiquer la vérité, il faut mourir. Pas très sexy tout ça, peut-être. J'ai l'impression de faire un peu un cours de collapsologie intérieure en vous disant ça. Mais en fait, la vraie question, faut-il souffrir pour découvrir ces vérités? Faut-il passer par les feux de l'enfer? Faut-il se détruire à ce point, volontairement ou involontairement, pour la découvrir? J'ai découvert que non. En fait, j'ai appris par l'expérience un ensemble de techniques qui me permettent, on va dire, de me mettre en état de mort imminente permanente, de mourir à moi-même sans souffrir, avec joie, en s'amusant. Alors, je vous livre 2 de ces techniques très vite. La première, il s'agit du dernier souffle. Si on se sent agressé, il se passe quoi? On contracte. Et puis une fois le danger, le stress passé, on fait quoi? Au moment de la mort, il se passe quoi? La même chose, on lâche son dernier souffle. Et une fois qu'on a lâché ce souffle, eh bien justement, on a la place nette, les vérités ultimes peuvent se présenter à nous. On entre dans un état de vérité. Voilà pour cette vérité qui vient par le dernier souffle. Laissez partir les choses physiologiquement. La deuxième source de vérité, je l'appelle la vérité radicale. Ça veut dire, ce qu'on pratique notamment en psychanalyse, se mettre en état de vérité et la partager avec les autres. Et là, il y a quelque chose vraiment d'essentiel. Vous savez, je crois que les choses qui nous font les plus peur dans les relations, il y a bien sûr la vérité, on dit qu'il y a que la vérité qui blesse, et puis il y a le mensonge. Ça fait sacrément mal, le mensonge aussi. On a peut-être d'ailleurs inventé un art de l'évitement de la vérité et du mensonge, ça s'appelle la politesse. Eh bien, il y a aussi, je crois, un art de la vérité. La vérité, ça ne se balance pas à la tête des autres. J'entends sa vérité intérieure. La vérité, ça s'offre. On la met à disposition des autres. Comment je vois, de mon point de vue, dans ma subjectivité la plus absolue, la plus relative, comment je vois les choses, et je la mets à ta disposition, je te l'offre. Et là, évidemment, ça nous amène à un état de miroir magique. Ça veut dire on doit, pour pratiquer cette vérité radicale, vivre en vérité absolue et totale avec soi. Voilà ces 2 choses, donc le souffle, le dernier souffle, et la vérité radicale. En pratiquant ça, je peux pratiquer en quelque sorte une mort permanente, mourir à moi-même, accéder à de nouveaux seuils extrêmement puissants. Je sens qu'il y a bien une partie de moi qui disparaît, et pourtant je peux me mettre dans cette posture-là. Alors, ça, vous voyez, ce dont je vous parle, le fait de mourir et de renaître, je vous parle de quelque chose qu'on connaît tous bien, le phénix. Le phénix, c'est cet oiseau magique qui meurt de ses cendres, littéralement, et qui renaît à lui-même. Je crois qu'on peut tous devenir des phénix heureux. Et si j'avais vraiment un seul conseil à donner, je n'aime pas donner des conseils, mais il y en a un, faites toujours confiance à votre lapin intérieur. Merci beaucoup.